All right. Qu'est-ce qu'on va mettre dans notre film? OK. Une morte vivante, OK. OK, une malédiction, ça c'est bon, ça c'était peurant. OK, des nazis, ça fait peur, les nazis, c'est bon. OK, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Une momie. OK, on a une momie. OK. Un étalon noir, OK. Bon, un chat noir, on va avoir plein d'animaux noirs, c'est parfait. OK. Un shotgun, c'est bon, puis un navire pirate, ça devrait faire. Bon, maintenant, dans quel ordre on place nos éléments horrifiques? Ah! Salut les caclowns! J'essaie d'écrire un scénario de film d'horreur, puis je teste la technique du réalisateur Bernard Launois. Parce qu'avec un film comme Il était une fois le diable, c'est clair qu'il a juste mis des mots-clés du cinéma d'horreur dans un chapeau puis qu'il les a pigés pour les coller ensemble. Ça fait aucun sens, mais c'est pas grave, on va arranger tout ça au montage. Vous êtes encore là? Aïe aïe! Vous êtes des toughs! C'était pas facile à regarder, hein? Il était une fois le diable, alias Devil Story, le meilleur pire film d'horreur français. Vous l'avez sûrement remarqué, cette année, je vous montre pas mal de films français ou sinon européens. C'est pour que vous puissiez constater à quel point ni les États-Unis ni Guzzo ont le monopole de la médiocrité. Les Européens donnent pas leur place. Et ce qui est magique, c'est que leurs films sont généralement produits avec beaucoup moins de budget que les Américains. Puis culturellement parlant, il y a des différences entre les deux continents. C'est rafraîchissant de pouvoir s'éloigner des codes redondants à l'américaine. Et à ce niveau-là, on a été choyés. Parce que les codes cinématographiques dans Il était une fois le diable, ben, il n'y en a aucun. Puis je vous prépare mentalement, il nous reste 5 films avant de terminer la saison et ce sont tous des films européens. On retournera aux États-Unis l'été prochain, il n'y en a pas de stress, ils iront nulle part anyway, ils sont trop occupés à protéger leur gun. Il était une fois le diable a été réalisé par Bernard Launois. À la base, Bernard était un représentant de film ambulant. C'est en quelque sorte un emploi qui n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il visitait les salles de cinéma, une après l'autre, pour vendre des films. Un peu comme un vendeur de balayeuses au porte-à-porte. En gros, c'était un vendeur. Ce film fait fureur en ce moment. Il déplace les foules. Si tu veux, je te le garde pour la 3e semaine de juillet. C'est souvent comme ça, à une certaine époque, qu'on vendait les films indépendants ou les importations. Donc, on reconnaît les traits. Un bon vendeur, c'est un pro du baratin. Quelqu'un avec un bon bagou capable de vendre n'importe quelle cochonnerie. Bernard travaillait donc sur la route et pour s'occuper, quand il y avait un peu de temps ou qu'il y avait de l'avance sur sa job, il écrivait des scénarios, puis ensuite, il les réalisait. C'est ainsi qu'il a réalisé quelques navets tels que Lâcher les chiennes en 73, Les dépravés du plaisir l'année suivante, suivi des Machines à sous, puis Partouze franco-suédoise. C'était de grands scénarios. Bref, vous l'avez compris, Bernard a débuté sa carrière comme toutes les autres en filmant des madames tout nues. Des fois, je me dis que j'aurais peut-être dû faire du cinéma. Par la suite, il va essayer de réaliser du cinéma populaire. Je dis bien essayer. En 1980, il réalise une comédie burlesque de police portant le titre de Sacré gendarme pour tenter de profiter de l'engouement autour du film Les gendarmes à Saint-Tropez. Mais c'est un échec monumental et je ne sais pas si c'est l'écart culturel avec la France, mais je trouve les comédies françaises franchement insupportables. C'est toujours des acteurs moyens qui jouent trop gros en faisant des cabrioles puis en gesticulant. Mais bon, avec des films comme Camping sauvage et Les Boy Scouts, on est mal placé pour juger, mettons. Sacré, sacré, sacré gendarme, à la ville ou à la campagne, t'es bien le roi du macadam, sacré gendarme. Mais il est persistant, notre Bernard. Il baisse pas les bras. Il va réaliser une deuxième comédie tout aussi pitoyable, Touche pas à mon bignou. Ouais, ben, c'est un titre de comédie française, c'est normal si on comprend rien. Mais c'est ça le titre, Touche pas à mon bignou. Je sais même pas c'est quoi un bignou. Allô, Massin? Touche pas à mon bignou. Touche pas à mon bignou, ta mère me l'avait donné. Gaëtan! Attends un peu que je t'attrape, mon gaillard. Oh, quel désordre. Garde-le ton pognon. Gaëtan, il m'en fout plein la vue. Je l'aime bien quand même.
Après le crash d'avion, alias la sortie en salle de ses comédies, il a pris une pause de réalisation pendant 6 ans. Est-ce qu'on lui a suggéré d'arrêter? Est-ce qu'il est en dépression? Je l'ignore, quoi qu'il en soit. Après un repos absolument pas mérité, il est de retour avec un scénario de film d'horreur. Il était une fois le diable, Devil's Story. C'est son premier film d'horreur et son dernier film tout court. Avant de poursuivre, parlons des acteurs. D'abord, le personnage principal, s'il en est un, la fille. J'adorerais la nommer par son nom de personnage, mais c'est pas comme ça que Bernard travaille. Il a nommé aucun de ses personnages. Aucun. Fait qu'on va l'appeler la fille. La fille est jouée par Véronique Renaud. C'est une jeune fille avec un rêve, devenir une star de cinéma. Elle en rêvait depuis l'âge de 15 ans. Donc, à l'âge adulte, elle a pris un petit cours de jeu dans un centre communautaire. Par la suite, quelqu'un lui a suggéré de mettre une photo d'elle dans un catalogue de casting. C'est-à-dire un catalogue distribué généralement par des agences de casting pour faire la promotion des comédiens de leur agence. S'ils obtiennent un rôle, ils se prennent une cote. C'est aussi simple que ça. Donc, sa gueule se promène. Il ne lui reste qu'à attendre que le téléphone sonne pour des auditions. Clip vidéo chez Predge? Oui, c'est moi. Vous m'offrez un rôle au cinéma? Le rôle principal? Ah ben c'est intéressant. Mais c'est quoi le film? Ah, come on! Essaye pas. J'ai reconnu ta voix, Xavier Dolan. Je te l'ai dit 100 fois, je ne jouerai pas ta mère dans ton film. Arrête d'appeler, sinon je te rends pas ton maudit box set DVD de la semaine verte. Bordel qui est fatigant. Bref, Véronique Renaud reçoit l'appel de Bernard. Il a un rôle pour elle dans son film d'horreur. Parmi les autres acteurs, si on peut appeler ça des acteurs, on a Marcel Portier dans le rôle du vieux qui tire du 12. Il a joué dans une couple d'affaires intéressantes en France, mais à 62 ans, il est en train de devenir un peu, comment qu'ils disent en France, gâteux. Voilà, disons que ses meilleures années étaient derrière lui. Je ne perdrai pas mon temps à nommer les autres, tout le monde s'en fout, mais il faut s'attarder sur un petit détail. Bernard a réalisé un film en quelque sorte familial, au sein de l'équipe, je veux dire. L'acteur qui se cache derrière le monstre nazi et la momie est le même, et il est crédité comme étant Pascal Simon. Autant que je trouve ça magnifique comme nom de famille, c'était pas vrai. Ils nous ont menti, parce que son vrai nom est en réalité Pascal Launois. C'est le frère de Bernard. Il aurait aussi travaillé comme assistant réalisateur sur le tournage. Puis c'est pas tout. Le photographe de plateau était le troisième frère, Philippe Launois. Puis c'est pas tout. L'épouse de Bernard est aussi dans le film. Mais je vais y revenir. Je suis pas pour vous donner toutes mes punches tout de suite. On va se garder un peu de suspense. Bon. Il y a un mystère que j'aurais adoré éclaircir, mais malheureusement, ma petite enquête n'a pas été fructueuse. Peut-être que j'aurais pas dû me limiter à la lecture d'un vieux TV Hebdo avec une grosse loupe, mais hey, mêlez-vous pas de ça. Ce que j'ai pas trouvé, c'est qui a financé cette cochonnerie, parce qu'il y a quelqu'un qui a signé un chèque pour cette affaire-là. Selon Bernard, le budget était de 500 000 francs. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même pas si maigre non plus. Est-ce que Bernard l'a financé lui-même? Je vois pas d'autres possibilités, mais bon, je le sais pas. Fait que peut-être Bernard est prêt à tourner. Il a son financement, il a ses acteurs, il a son scénario. Il lui faut maintenant trouver une équipe. Mais Bernard, c'est un indépendant, puis pas un indépendant qui tourne souvent. Ça fait 6 ans qu'il n'a rien tourné. Alors il l'a cueilli où il pouvait, son équipe. Il fait affaire avec une agence pas chère qui lui ont donné des gens qu'il ne connaissait pas. Il les a rencontrés pour la première fois le premier jour du tournage. Puis là, il a fait un meeting de production avec eux. Il leur a expliqué qu'il avait calculé ses affaires et qu'il allait les payer pour 3 semaines de tournage. Mais que s'ils réussissent à terminer le film en 15 jours, il va quand même les payer 3 semaines. Ça s'est avéré être une très mauvaise idée, parce qu'ils s'en sacent, eux autres, de son film. Ils se sont juste dépêchés à tout tourner en 2 semaines, puis bien franchement, j'aurais fait la même maudite affaire.
Donc, incluant les comédiens, ils sont à peu près une douzaine. Puis on est bien chanceux parce qu'on a en main un morceau d'archives pas piqué des verres, comme le veut la tradition. La production a invité les médias à venir les voir sur le plateau pour en faire la promotion. C'est une technique classique. Rappelez-vous l'entrevue de Fangoria sur le plateau de Neon Maniacs. Un de ces reportages pompeux a survécu au monde merveilleux de l'Internet. On a donc la chance d'avoir des images du tournage. On regarde ça. Cinéma, Le Démon est en ce moment du côté de Fécamp. Une équipe tourne en effet du côté d'Écrèteville, un film intitulé « Il était une fois le diable », un titre évocateur. J'ai à peine besoin de vous dire bien sûr qu'il s'agit d'un film d'épouvante. Sur les lieux du tournage, le reportage de Laurence Bobillet. Il était une fois le diable, un titre sans originalité, mais les amateurs de sueur froide seront satisfaits. En effet, ils reconnaîtront dans ce film les clichés traditionnels, le chat noir messager de la fatalité et du malheur, le cimetière, la croix, l'atmosphère oppressante des nuits d'équinoxe. Bref, tout y est. Le réalisateur a même ajouté un monstre entièrement masqué, une première dans un film d'horreur français. Bon. Déjà, c'est louche. Hein? La journaliste énumère les affaires épeurantes du film et elle dit « L'atmosphère oppressante des nuits d'équinoxe ». L'atmosphère oppressante des nuits d'équinoxe, c'est quoi le rapport? L'équinoxe, c'est le moment de l'année où le soleil traverse le plan équatorial, changeant ainsi d'hémisphère. En gros, à l'équinoxe, le jour a la même durée que la nuit. C'est tout! Voulez-vous bien me dire qu'est-ce qu'il y a d'oppressant là-dedans? C'est pas un peu frustrant pour l'acteur d'être toujours masqué finalement, le téléspectateur verra jamais votre visage? Non, pas du tout. Non, bien au contraire. C'est très intéressant justement de pouvoir jouer sa personnalité par le masque, je veux dire. C'est quand même très intéressant. Ça n'a rien à voir avec un jeu normal, je veux dire. Et pour réaliser ce masque, il faut combien de temps? Pour réaliser le masque, il m'a fallu une bonne semaine de préparation, je veux dire, entre le moulage de la tête, le coulage de la peau, une bonne semaine de travail quand même, pour les techniciens. Voilà. Petit budget pour ce film dont le projet est ambitieux. Pas de vedette bien sûr, mais des acteurs débutants soutenus par une quinzaine de techniciens. Le film durera 1h20. On nous promet 1h20 de suspense, de peur et d'angoisse. Moteur. C'est un bon pitch de vente, ça. Moi, si tu me promets que le film va durer 1h20, j'embarque! C'est ridicule. On s'en sac, voyons. Ça donne l'impression qu'il n'y a rien à dire d'autre. C'est très mauvais signe, comme la première fois que les frères Le Métivierge ont fait des pirouettes à la TV. Si on avait su voir dans l'avenir, on leur aurait probablement coupé les jambes drettes là, en direct à 4 saisons. Mais il y a une personne pour qui la promesse du 1h20 va peser lourd, et c'est Bernard Launois. Tiens, écoutons ce qu'il a à dire sur son film. Pour le voir patienter encore jusqu'au mois de septembre, si ce film se révèle un succès, eh bien le réalisateur écrira une suite. Quoi de plus normal? Ben c'est ça, il n'y a jamais eu de suite. On a typé exprès les personnages, non pour sortir un peu du commun, pour penser à la vente à l'étranger surtout. Pour la France aussi, mais pour penser aux ventes à l'étranger. On va essayer de concurrencer les Américains sur leur marché. Et vous pensez qu'en France, on peut faire aussi bien qu'en Amérique? Personnellement, je pense qu'on peut faire mieux. On a les techniciens pour, mais il faut sortir les tripes, comme on dit dans le métier. Mais je pense qu'on peut faire aussi bien. Et on peut faire mieux. On a les décors, on a tout ce qu'il faut. On a inventé le cinéma en France. C'est une histoire simple, qui, je pense, fera peur à tout le monde, puisqu'on est là pour ça, pour les amuser, leur faire peur. Voilà un monstre que vous pourrez voir sur les écrans, paraît-il, en septembre prochain. C'est une histoire simple. Et là là, c'est tout sauf simple, mais il se prend pas pour de la merde, notre Bernard, fait qu'il croit au projet, ou en tout cas au moment du reportage. À la fin, le frontman nous dit que le film doit sortir en septembre, mais il est seulement apparu sur les écrans en fin novembre. Vous me direz, il n'y a rien d'étonnant là-dedans? Tout! Du jeu vidéo au cinéma, les dates de sortie sont toujours repoussées. Mais voici les raisons pour ce qui est de Devil's Story. Après le tournage, Bernard a commencé à regarder les rushs, c'est-à-dire les séquences qui ont tourné sans montage, sans les effets, à fret.
Il a collé les morceaux de son film rapido pour voir ce que ça pouvait donner, puis il a réalisé qu'il y avait juste 52 minutes de matériel. 52 minutes! Mais là, il avait promis 1h20, puis anyway, tu peux pas sortir un film de 52 minutes en salle. Fait qu'il a paniqué, l'équipe était retournée chez eux, il n'y avait plus d'argent, fallait absolument trouver une solution. Alors, il a appelé ses frères et quelques amis, puis il a tourné des scènes supplémentaires. C'est pour la majeure partie les scènes du meurtre du début du film. Celles qui servent à rien et qui n'ont aucun lien avec le reste de l'histoire, si on peut appeler ça une histoire. Mais bon, comme il n'y a pas de maudite scène pour se payer des vrais comédiens, il a décidé de jouer une victime. Voici le talent incroyablement mauvais de Bernard Launois. Puis c'est pas tout. Il manque 25 minutes au film. Fait qu'on va tuer tout le monde qu'on connaît qui accepte de venir jouer au film d'horreur dans le parc contre un plateau de crudité. Fait que dans la scène suivante, c'est au tour de l'épouse de Bernard de se faire tuer, mais elle non plus, c'est pas une actrice. Si vous pensiez que Launois était mauvais, attendez de voir sa femme. Il me semble qu'elle serait bonne dans la suite de Titanic, hein? On pourrait la voir s'ennayer, je payerais pour ça. Évidemment, Bernard est bien déçu de son tournage, mais c'est un Français, alors il jette forcément la faute sur les autres. Assumer ses torts n'est pas sa spécialité. Alors en entrevue, il accuse son équipe de merde et ses acteurs. Il aime ça pelleter des nuages. La seule chose qu'il assume, c'est qu'il n'a pas eu le choix d'étirer tous les plans pour arriver à 1h20. Fait que des longueurs, il y en a à pu finir. On se créerait dans un livre de Daniel Steele, Bout de vierge. C'est long! Fuck, c'est tellement long que j'ai eu le temps de cuire une lasagne! Mamma mia! Et pourtant, Bernard Launois se vantait donc qu'il était capable de faire mieux que les Américains, hein? Parce qu'il a beau accuser son équipe, il a beau accuser ses acteurs, au final, c'est quand même lui qui l'a écrit puis qui l'a monté, le film. Mais ça, c'est drôle, il en parle pas. Hein? Puis tu sais, un réalisateur ne peut pas accuser ses acteurs impunément. C'est sa job de les diriger. En même temps, Véronique, c'était son premier film à vie. Tandis que le vieux au shotgun, ouais, lui, comment dire? Bernard a raconté qu'il n'était pas capable de réciter ses lignes et tirer du gun en même temps. C'était un ou l'autre. Paraît qu'ils se sont obstinés, mais vous avez vu le résultat, hein? Ni un ni l'autre a gagné le débat. C'est l'incompétence qui a tout raflé. Un accident. Paraît que courailler le cheval dans l'ancienne carrière abandonnée n'a pas été facile non plus. Parce que oui, ce que vous voyez dans le film, c'est pas une montagne, c'est une ancienne carrière abandonnée. Bernard voulait que son cheval de l'enfer infernal de l'enfer ait pas de harnais, c'est normal, mais ça fait qu'ils ont passé la majeure partie du temps à le courailler puis à le bloquer sa route pour pas qu'il se sauve. Puis d'ailleurs, il a réussi à se sauver à un moment donné, puis ils ont perdu je sais pas combien de temps à le retrouver. Il y avait en fait 2 chevaux sur le plateau. Comme ça, s'il y en a un de malade ou de blessé, on a un backup. Mais qu'est-ce que tu fais quand tes 2 chevaux décident de se battre ensemble? Ouais, c'est arrivé. Un autre exemple de mauvaise idée sur le plateau, c'est la perruque de la pseudo-morte vivante, qui d'ailleurs est jouée elle aussi par Véronique Renaud. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre du fait que les 2 femmes sont des sosies? On ne le saura jamais. Ceci dit, avant le tournage, ils ont fait des tests de perruques pour en trouver une de la bonne grosseur pour que ça ait l'air crédible. Le problème, c'est que finalement, la fameuse perruque était trop chère pour Bernard. Alors à la place, il en a acheté une dans une boutique de costumes sans rien prendre en considération. C'est pourquoi elle a les cheveux immenses et ridicules. C'est bol, on dirait le mulet de Cher dans les années 80. Mais bon, par-dessus tout ça, au-delà des costumes de sous-sol d'église, des plans trop longs puis du manque de budget, le problème principal reste le scénario. Y a-t-il quelqu'un qui a compris quoi que ce soit? Ça doit bien faire 10 fois que je me le tape et je patauge encore dans le néant le plus total. Et pourtant, c'était pas si mal écrit. Checkez bien. Je vais vous lire l'introduction du film. C'est le texte original du scénario. J'ai rien modifié, je vous le lis tel quel.
Le soleil sur son déclin, dont l'énorme rondeur, tout en empourpré, des feux qui pourraient être ceux de l'enfer. Ils étaient embrasés, cet océan qui ne cesse de se déchaîner contre les parois rocheuses de ces falaises, d'où part un dernier envol de mouettes. Oiseaux de bon augure que de mémoire d'homme on ne se souvient pas avoir vu émigrer dans l'intérieur des terres, dans une multitude de cris stridents. Un seul animal semble encore braver ce déferlement de cris, de vent et de bouillonnement qui paraît encore éclore les entrailles de la terre. Il ne cesse de piétiner en tournoyant sur lui-même, puis se cabre sur ses pattes arrière pour faire flotter comme un étendard sa longue crinière noire. Au tapotement régulier de ses lourds sabots, il lance une dernière ruade en signe de réprobation et, vif comme l'éclair, ce cheval au crâne noir comme la nuit fait demi-tour sur lui-même et part au grand galop vers ce petit village de pêcheurs retranché dans une crique dont les maisons aux toits gris et aux lourds murs de pierre en granit semblent bien assises et ne paraissent pas redouter les intempéries naturelles. C'est pas mal, hein? Ça, c'était supposé décrire la scène d'introduction. Mais finalement, la scène est devenue ça. Ah, puis cette musique-là est aussi parfaite qu'un Père Noël de centre d'achat. Comment ne pas l'avoir en tête à l'année longue? C'est rendu que peu importe ce que je fais, j'entends la trame sonore. Ça ajoute de l'intensité. Mais dans l'ensemble, on dirait qu'il n'y a même pas eu de montage. Ils ont pris toutes les séquences qui ont tourné puis ils les ont collées ensemble dans n'importe quel ordre, comme quand je fais des puzzles 3D. Un vrai t'as-eu-bas-eu. Ouais, j'essaie des nouveaux mots, mais je suis pas sûr de le réutiliser, celui-là. On va essayer de récapituler ensemble. On part avec l'espèce de nazi qui tue des gens, on nous introduit des personnages muets, on sait pas c'est qui, puis paf, ils se font tuer. On sait pas pourquoi non plus. Quoique, si je te vois gambader de même, ça se pourrait que je te coupe l'herbe sous le pied, ou littéralement le pied. Après, la voiture d'un petit couple anonyme tombe en panne. On sait pas d'où ils sortent, on sait pas où ils vont, mais la fille va se mettre à paniquer parce qu'elle hallucine de la confiture dans ses mains. Voyons, chérie, pourquoi t'es-tu éloignée? Mes mains! Regarde mes mains! Comme la nuit tombe, ils vont se réfugier à la première maison qu'ils rencontrent. Dans l'espèce de château vit un couple de vieux chialeux qui racontent que c'est la nuit la plus terrifiante de l'année. Et non, ils parlent pas de la fête de la reine. Le calme revenu, notre littoral avait entièrement changé de structure géographique. Il semblait que la Terre avait avancé sur la mer. Le littoral a changé de structure géographique. Qu'est-ce que ça veut dire? Et les 5 frères? Ah, les 5 frères, eux, ils ont bien existé. Ah oui, ils vont aussi nous introduire les personnages très marquants des 5 frères, dont on n'entendra plus jamais parler du reste du film. Là, il y a un cheval noir du diable qui apparaît, le vieux crouton pogne son gun puis sort pour le tuer. La jeune blondée en profite pour sortir en jaquette. Je sais pas pourquoi. Là, pendant que le vieux essaie de frapper le cheval pendant des heures sans réaliser qu'il est clairement pas assez proche pour le pogner. Sans crier gare, un navire pirate qui sort de la montagne. Puis bon,
Je dis ça, mais ça se peut que vous l'ayez pas compris. Parce que s'il y a une affaire que Bernard n'est pas capable de faire, c'est d'éclairer ces scènes comme du monde. On voit absolument rien, mais on peut voir le fameux bateau à la lumière du jour plus tard dans le film. C'est grâce à ça que j'ai compris le shot pas clair. OK, après ça, on voit le nazi qui enterre des cercueils dans le cimetière. Probablement les victimes du début du film, mais c'est pas clair, c'est pas expliqué, on le sait pas. On poursuit la débandade avec un sarcophage qui s'ouvre sur une momie. Bon, une autre affaire. Déjà, qu'est-ce qu'il fout là, le sarcophage? En fait, le vieux plutôt a raconté que les 5 frères avaient fait échouer un navire en provenance d'Égypte. Et voilà, c'est tout ce que ça prenait pour inclure une momie dans le bordel. Mais le plus crétin, c'est qu'il n'y a pas vraiment de sarcophage, il y a juste le couvercle. Fait quoi, la momie attendait cachée en arrière? Qu'est-ce qui se passe? OK, fait que là, la momie commence à se promener dans le champ. Pendant ce temps-là, le vieux continue d'essayer de tuer le cheval en tirant n'importe où, comme s'il était au Laser Quest de Brossard. Là, la fille, qui est toujours en train de courir dans la campagne en jaquette, tombe dans une fosse, le nazi l'assomme, puis sa mère décide qu'il faut l'enterrer avant de savoir c'est qui ou ce qu'elle fait là. La vieille n'est pas capable de refermer le couvercle du tombeau en styromousse. Son fils nazi en profite pour aller se battre contre le cheval. Et à ce moment, on ignore pourquoi le vieux est plus en train d'essayer de le tuer. Il s'est peut-être endormi dans le champ, je le sais pas. Ah, puis là, c'est ma scène préférée. Le nazi vient de manger un coup de sabot en pleine tronche, puis il se met à gémir, puis saigner de la gueule. Pendant 4 heures! C'est interminable! Je pense que Bernard devait être bien fier de sa shot. Puis comme si on n'était pas déjà assez écœuré, quand il a fini de saigner, il mange un autre coup de sabot, puis ça recommence! C'est un test d'endurance. Je vous en passe un papier. Où c'est qu'on est rendu, là? On a le cheval, la momie, le bateau pirate, le nazi. Ah oui! OK. La fille se sauve du tombeau, mais 3 pieds plus loin, la vieille l'attrape par le pied pour donner naissance à une des séquences les plus lamentables de tout le métrage. J'y crois autant que les documentaires qui affirment que les pyramides ont été faites par les extraterrestres. Quel suspense! Quelle tension à couper au couteau en plastique de camping! Blondie va tuer la vieille avec un bout de clôture. La momie arrive dans le cimetière puis il ramène une morte à la vie. OK, là, il y a bien des couches, là. Essayons de trouver un sens à ce qui se passe. La momie vient d'Égypte, du navire de pirates échoué. Elle se réveille puis elle prend une marche en slow motion jusqu'au cimetière pour réveiller une morte. La morte a toutefois une plus belle peau que moi, alors j'ai beaucoup de misère à croire qu'elle était morte depuis longtemps, mais bon, on n'a pas le temps, je me perds, on va mettre ça sur le dos de la magie du cinéma. Je reviens. On réalise que la morte vivante est une sosie de Blondie, mais avec des gros cheveux. On ne sait pas comment la momie savait où trouver la fille. On ne sait pas qui est la fille. On ne sait pas pourquoi il l'a ramenée d'entre les morts. On ne sait pas qu'est-ce qu'on est supposé comprendre du fait que les 2 filles sont identiques. Où c'est qu'on est, là? Qu'est-ce qui se passe? Je m'excuse, gang. J'essaie fort de réfléchir et de faire du sens à tout ce bordel incompréhensible, mais j'y arrive pas. J'ai regardé le film non-stop toute la semaine. J'y arrive pas. Je comprends rien. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, là? C'est mon calice, c'est du sang qui te sort des oreilles. Ah. Ben oui, toi. Ah, on n'a pas le temps.
tout s'embrouille. Blondie tapoche dans la momie qui se met à cracher du yogourt, elle s'enfarge dans le nazi et prend la poudre d'escampette. Pendant ce temps-là, le cheval est de retour dans son combat à mort contre le vieux. Donc là, le soleil s'est levé. Fait que c'est la même scène que tantôt, mais il fait jour. Le nazi se met à la poursuite de Blondie, puis c'est long, puis c'est plate. Il traverse le chemin de fer. Puis après, il couraille dans le blé d'Inde. C'est tellement long, ça finit plus, on se créerait à l'heure JMP. C'était tellement long que j'ai eu le temps de faire une autre lasagne! Ben non, c'est la même que tantôt. Ne lâchez pas, on achève. Là, comme si c'était pas déjà assez lent de même, il nous passe la fille qui court au ralenti. Bon, OK, j'ai rien dit, là, on finira jamais. La fille essaie de démarrer le char, mais comme c'est un film d'horreur, alors il part pas du premier coup. Puis pour une raison que je peine à m'expliquer, le nazi saute sur le hood du char comme un crapet au lieu de se diriger vers la portière ouverte. Hey, si c'était pas la pire scène de cascade d'accident de char, ça, my God, what the fuck? Comment ils ont pu croire que la scène fonctionnait? Elle roule à peine, puis on voit qu'elle freine avant que le cul du nazi effleure le poteau. Au risque de me répéter, mettons ça sur le dos de la magie du cinéma. Ça va nous éviter de chercher. Poursuivons avec la magie. Hein, la cascade se poursuit. Tout feu, tout flamme, Blondie va mettre le feu aux nazis. Après ça, la fille pogne le fossé avec le char, elle l'abandonne et s'enfuit en voyant la momie et la morte vivante prendre une petite marche main dans la main. Puis elle va brailler en s'accrochant au mollet du vieux sénile. Excusez-moi. Ce que vous nous avez raconté est vrai. J'ai vu le monstre, le fils de la vieille. Je sais, mais cela ne m'intéresse pas. C'est l'animal qui est toute la clé du mystère. La momie, monsieur, elle vient vers nous. Je vous en prie. Monsieur. Monsieur. Je vous en prie, faites quelque chose. Ils vont nous tuer. Je vous en supplie. Mais il n'y a pas le temps parce qu'il est encore dans le jus à essayer de tuer le maudit cheval du Yob. Ça finit plus cette affaire-là. Au bout d'une ou deux éternités, on est supposé comprendre que le vieux a tué le cheval grâce à ce plan-là. Le vieux sort du champ et tombe sur le navire pirate, puis là, il se met à capoter, admirer le fabuleux jeu d'acteur tout en subtilité. On sent qu'il est allé piger dans ses tristes souvenirs d'enfance pour nous offrir une telle intensité dramatique. Je serai le maître! Je suis le maître! La momie, monsieur, elle vient vers nous. Le maître de quoi? Qu'est-ce qu'il radote encore? Anyway, son règne fera pas long feu parce qu'il se fait tuer par la momie dans une scène digne de... Ben, disons seulement une scène, mettons.
Fait que la prochaine fois que quelqu'un vous dit « tout le monde peut être acteur, c'est facile de jouer, faites-moi une fleur puis sacrez-y un bon coup de pelle entre les deux yeux », au moins ça nous donne une belle scène de gore de qualité discutable. Fait que pour tuer la momie puis la chanteuse rock des années 80, Blondie va s'emparer du gun et tirer sur les barils de poudre. Mais comment ça qu'il y a des barils de poudre de dessin animé dans le champ? C'est quoi le sapristi de rapport? On dirait que rendu là, Bernard avait juste abandonné toute logique. La fille se réveille chez la vieille qu'on avait complètement oubliée, puis on a l'impression que ce n'était qu'un rêve. Mais non, elle va prendre une marche plate, le chat va l'attaquer. Ouais, désolé, j'ai pas encore parlé du chat, mais c'est parce que je ne sais pas à quoi il sert. Il est juste toujours là à attendre qu'on ouvre sa maudite cacane de whiskas. Je ne sais pas pourquoi il est là. Anyway, Blondie a peur. Encore, elle se sauve puis se fait manger par le gazon. Puis pour ajouter au fiasco déjà légendaire, on a d'autres touristes avec des gros cheveux qui tombent en panne. On passera la nuit ici, chérie. Il reste justement une chambre, ils ont l'air très sympathiques. Encore un égaré, Louise? Puis il nous repasse la séquence du vieux du début. Oh my God, c'est un loop. Les événements sont condamnés à se répéter encore et encore à cause de la malédiction. Fin. Pas besoin de vous dire que Bernard Launois ne réalisera plus jamais de film par la suite. Idem pour Véronique Renaud, celle qui joue Blondie. À la première du film, elle voulait se cacher. Pauvre chouchoune, ça n'a pas dû être facile de voir son rêve de devenir une star de cinéma s'envoler en éclats. Elle était dévastée et elle s'est complètement retirée du milieu. Mais pas d'inquiétude, elle s'est réorientée et à 25 ans, elle était déjà chef d'entreprise. Elle n'est pas à plaindre. Nous, oui, par contre, parce que ce film va nous hanter à jamais. On n'a pas fini de se casser la tête à essayer de comprendre ce qu'on vient de regarder. C'était du charabia. Ou l'était-ce vraiment? Au fond, est-ce qu'on vient pas d'être témoin de l'œuvre génialissime d'un David Lynch français? À vous de percer le mystère. Magie! Et la magie n'existe pas.